Ouais, c'est parti. Eh bien, bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle table ronde, une table ronde organisée par le Club de la presse d'Occitanie en partenariat avec les clubs de la presse de Bretagne et de Normandie. Une table ronde qui a surtout pour ambition de faire toucher du doigt ce que sont les nouvelles formes de médias et les nouveaux journalistes. Car depuis la loi Brochard de 1935 et la création de la fameuse carte de presse, la carte de presse professionnelle, on peut dire que la donne a clairement changé. Sans compter que ces dernières années, nous avons eu en plus une révolution technologique qui a bouleversé un peu plus la donne. Alors, pour mieux comprendre ces évolutions, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir 4 spécialistes. Arnaud Mercier, tout d'abord, vous êtes professeur en information et communication à l'Institut français de presse, l'IFP, à Paris 2 Assas. Laurent Thionquet, vous êtes doctorant à l'Université Paul Sabatier de Toulouse et enseignant à terre, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à Paris 13, dans l'est de la capitale. François Mérès, vous êtes directeur du SPIL, le syndicat de la presse, on va dire patronale pour faire simple. Et Mathieu Mollard, vous êtes rédacteur en chef de Street Press, un média qui fait régulièrement parler de lui, de par les informations qui sortent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et j'ai envie de poser la première question à Arnaud Mercier. Arnaud, vous, en tant qu'enseignant et un peu historien de l'équipe, comment retraceriez-vous les évolutions de la presse au cours de ces 80 dernières années, voire 90 si on remonte un peu avant la loi Brossard Brochant. Brachard, la loi Brachard. Ouais, c'est ça, Voilà. je vais y arriver. Oui, bonjour à tous et à toutes. Par rapport au questionnement contemporain sur l'identité finalement professionnelle des journalistes et ce qu'on peut appeler les nouveaux médias, ce qui me paraissait intéressant, c'est avant d'aborder ça, c'est de remettre un peu de profondeur historique dans le sujet, parce que en effet, je crois que à certains égards, on peut dire que alors, il faut que tout le monde ferme son micro. Voilà, parce je vous interromps. Ouais. Il faudrait que toutes les personnes qui n'interviennent pas pour l'instant ferment leur micro de façon à ce que seul le conférencier puisse intervenir. Et on aura de toute façon un deuxième temps, parce que je ne vous l'ai pas dit dans le départ, mais la table ronde se divisera en 2 parties. On va faire un premier débat et ensuite on aura une interaction avec l'ensemble des personnes qui assistent. Et là, vous pourrez ouvrir vos micros, mais en attendant, s'il vous plaît, coupez-les. Merci. Arnaud, je vous rends la parole. Ouais. Donc, il me semblait qu'une partie des interrogations peuvent relever finalement de problématiques qui ont déjà été connues par le milieu du journalisme et auxquelles la loi Brachard prétendait justement apporter une réponse. Même si comparaison n'est pas raison, et notamment pas au niveau historique, et que je terminerai en montrant justement aussi non seulement qu'il y a des parallèles, mais que bien sûr il y a quand même des spécificités qui font que nous ne sommes pas dans la même situation. Alors, d'abord dire que il y a eu une controverse très forte contre les journalistes dans les années 20 et 30, avant cette loi Brachard de 1935, controverse qui portait sur, j'allais dire, la dignité du métier et de la manière de l'appliquer, parce que on s'est aperçu à l'époque qu'il y avait au moins 2 problèmes, un problème avec l'argent et un problème avec la politique. Tout problème qui sont loin d'avoir disparu dans le jugement que les Français portent, et pas que les Français d'ailleurs, sur les problèmes d'indépendance des journalistes, puisqu'on ne les trouve pas assez indépendants vis-à-vis du politique et ou vis-à-vis du pouvoir économique. Et donc, les 2 griefs principaux, on va dire, de l'époque, c'est de dire attention, n'importe qui se prétend journaliste, mais en réalité, il y en a beaucoup qui ne se comportent pas comme des journalistes parce que, en fait, un certain nombre de gens, notamment par exemple des militants politiques, des élus, considéraient que il leur fallait un média, je dirais l'équivalent d'un bulletin municipal ou quelque chose comme ça, qui leur sert de support publicitaire pour leur action. Et donc, ils ouvraient un journal. Alors, une feuille de chou, 4 feuillets, des choses comme ça, mais peu importe, ils avaient un journal et ils étaient directeurs de la publication ou ils étaient le rédacteur en chef, etc. Et donc, un certain nombre de confusions, évidemment, sont nées de là parce que
Ça se présentait comme un journal, nous traitons les faits, voilà ce qui est arrivé aujourd'hui, hier, etc. Mais évidemment, tout ça était extrêmement axé par les intérêts que défendait cet éditeur de presse. Et il labellisait de ce fait journalistes, ses collaborateurs et autres sur des modalités qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ce qu'on pouvait espérer être le journalisme et qui avaient tout à voir avec le militantisme. Alors justement, Arnaud, c'est quoi un journaliste? Alors, oui. Et le deuxième problème, du coup, c'était l'argent, parce qu'il y a eu l'historien des médias Jean-Noël Jeannet parlait de la vénalité des journalistes français dans les années 20 et 30, parce qu'il y a eu beaucoup de scandales autour du fait qu'un certain nombre de journalistes étaient achetés, mais alors achetés, je vais dire physiquement, avec des enveloppes, etc., pour notamment promouvoir les cours de la bourse, acheter ceci, faire des actions, des bons du trésor, etc., des trucs qui étaient foireux, qui finissaient à la fin en eau de boudin, mais bon, voilà. Et donc, il y a eu un vrai débat. Et moi, par exemple, dans ma thèse, j'avais révélé aussi quelque chose qui n'était pas du tout connu, que le Grand Orient de France, donc l'obédience maçonnique vraiment majoritaire sous la Troisième République et qui avait encore beaucoup d'influence à l'époque, avait mis à la question à l'étude des loges 2 ans avant la loi Brachard quelque chose sur comment dire, moraliser la fonction le métier de journaliste et la fraternelle des parlementaires, par exemple, dont faisait partie Brachard, ont été signataires de cette proposition de loi. Donc, il y a bien l'idée qu'il y avait un engagement moral à faire. Et alors, du coup, on a fait cette loi qui a permis de dire, voilà, certains méritent d'être appelés journalistes et d'autres pas. Sauf que, vous le savez tous, pour tous ceux qui ont la carte ou qui demandent à l'avoir, les conditions sont effectivement finalement assez simples. Il faut être salarié d'une entreprise de presse et gagner plus de 50% de ses revenus comme ça. Bien, alors avec ça, ça a permis d'épurer un peu la profession. Il y a encore eu des débats sur le fait, quand est apparu la télévision et le journal télévisé en 1949, est-ce que les journalistes de télévision sont vraiment des journalistes? Enfin, vous voyez, il y a encore eu beaucoup de débats autour de c'est un nouveau média, mais bon, ils ne font pas vraiment le boulot comme les autres. Bon. Donc, d'ailleurs, on verra qu'au moment d'Internet, on s'est reposé ce même genre de débat. Oui, enfin, certains se pinçaient le nez. Sur Internet, c'est quand même pas sérieux. Enfin, voilà. Donc, il y a toujours eu cette idée aussi qu'à l'intérieur de la profession, il y avait, en fonction des supports et autres, il y avait des journalistes plus légitimes que d'autres, en quelque sorte. Bon, et qu'un nouveau média devait amener à déjà, dans la manière, dans l'autorégulation de la profession, déjà se poser la question de savoir qui méritait de l'être ou pas. Bon. Et tout ça est associé très fortement à l'idée, puisque je parlais de moralisation, qu'il y a des chartes déontologiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le SNJ est à l'origine aussi de ce mouvement pour la loi de 1935, la loi Brachard, et de l'autre côté, avec un juriste, Boris Merkin-Gudzewicz de Paris 2, d'Assas, publicité. Il faut le souligner. Il faut le dire. Et donc, c'était associé aussi à la charte déontologique, créée bien avant, en 1918. Et donc, charte qui a été réajustée plusieurs fois, puis il y en a eu d'autres au niveau européen, la charte de Munich, etc. Et donc, il y avait l'idée que dans l'exercice du métier, il faut aussi avoir un certain nombre non seulement d'exigences professionnelles, mais aussi d'exigences éthiques. Et que tout ça, c'est écrit dessus, c'est clair, c'est carré, il y a des règles de fonctionnement. Et donc, ceux qui ne respectent pas ces règles ne sont pas dignes d'être journalistes, même si parfois, ils ont peut-être la carte, mais en tout cas, ils ne se sont pas comportés dignement, etc. Donc, les chartes déontologiques et l'affirmation du respect de la déontologie est un des principes fondateurs aussi de l'identité professionnelle des journalistes et de défense de la légitimité de ce métier. Et alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce genre de modèle et de régulation a été percuté de plein fouet par le changement d'écosystème de l'information. Pour ma part, ce nouveau système d'information, je l'appelle l'écosystème socio-numérique de l'information. J'en dis quelques mots. Évidemment, à l'Internet, et à plus forte raison à l'intérieur de l'Internet, les réseaux sociaux numériques répondent à quelques promesses. Parmi ces promesses, il y a celle de la démocratisation de l'accès à la parole publique. Et donc, il y a la démocratisation du fait de pouvoir intervenir, en tout cas on l'espère, de pouvoir intervenir dans l'espace public, voire pour certains, du coup, d'utiliser l'Internet
comme ce que j'appelle dans mon jargon un contre-espace public, puisque nous n'avons pas accès à l'espace public médiatique, qui est le lieu de reconnaissance et de visibilité maximale, eh bien, utilisons l'Internet et les réseaux sociaux, les groupes Facebook et tout ce que vous voulez, les chaînes YouTube et j'en passe et des meilleurs, comme un contre-espace public, c'est-à-dire un lieu où on va pouvoir se parler entre nous, où on va pouvoir affirmer quelque chose sans être sous la censure des salauds de journalistes, hein, disons le mot, qui seraient donc perçus du coup comme des gens qui sont là pour être des fameux gatekeepers hein, dans la sociologie du journaliste, des gardes-barrières, c'est-à-dire des gens qui autorisent certains à s'exprimer dans l'espace public médiatique et d'autres pas, par définition. S'il y en a certains qui sont, s'il y a un filtrage, il y en a qui y passent et il y en a qui ne passent pas. Et donc, du coup, sont des censeurs, d'où le procès en invisibilisation, on l'a beaucoup entendu chez les Gilets jaunes, hein. Vous, les médias, vous n'avez pas parlé de nous, vous êtes pas occupé de notre sort, etc. Je parle avant qu'ils ne se coiffent de cette chasuble. Hein. Et donc, voilà, si nous avons été si maltraités par le politique, si nous avons été si ignorés, c'est aussi à cause de vous. C'est pour ça que chez beaucoup de Gilets jaunes, il y avait aussi de la hargne pour les journalistes, parce qu'ils avaient l'impression finalement que les journalistes devenaient co-responsables de leur malheur, en quelque sorte, en n'ayant pas accordé assez d'importance, assez de visibilité, et donc les médias n'ayant pas joué un rôle, j'allais dire, de lobbying en quelque sorte, en faisant passer la connaissance, le savoir sur des situations de détresse plus ou moins accentuées sociales. Oui, mais Arnaud, vous évoquez les évolutions technologiques, j'entends bien ce que vous dites, mais en préparant cette table ronde, on a évoqué en fait le rôle de certains médias qui étaient engagés. On a cité par exemple la Croix ou l'Humanité, qui clairement avaient un engagement, et ça n'empêchait pas, en étant engagé, d'être journaliste. Encore faut-il mais simplement pour le l'instant, dire. je suis d'accord. Et d'ailleurs, je ne parle pas de la presse engagée, je parle des citoyens en général. Ah ouais. Et donc, dans cette logique-là, dans ce changement d'écosystème de l'information, on a vu de plus en plus de citoyens internautes considérer plusieurs choses. Un, qu'on n'avait plus forcément besoin des médias pour s'informer, parce qu'on pouvait s'informer entre soi. Certains considérant d'abord qu'ils devenaient eux-mêmes en quelque sorte des journalistes, c'est toute la terminologie de journalisme citoyen. Pour ma part, j'arrive pas à accepter l'idée, j'ai toujours combattu pour moi le terme, d'un point de vue sociologique, j'entends, parce que j'ai toujours dit, c'est pas parce que pour financer vos études, vous faites quelques cours particuliers à des gamins de collège pour leur faire aider à faire les devoirs, que vous êtes professeur citoyen, etc. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est un métier, quoi. Bon, bref. Mais en tout cas, il y a cette revendication de dire, moi-même, je peux. Et la démocratisation de tous les outils de captation, son image avec le smartphone, etc., n'importe qui peut devenir se faire le témoin de ce qu'il a vu, de mettre en ligne, de le diffuser, d'espérer être connu comme ça. Et d'ailleurs, il y a des formes de reconnaissance de ça, puisque de plus en plus de médias ont considéré qu'en effet, une partie de ce qui était diffusé sur ces réseaux pouvait devenir une source, pouvait être reprise. On a plein d'images désormais qui sont diffusées même dans les chaînes d'information les plus connues, qui viennent d'amateurs qui ont filmé ce qu'ils ont vu, ce dont ils étaient témoins. Donc, il y a finalement, vous nous dites que les médias ont eux-mêmes mis le loup dans la bergerie en acceptant ces choses-là. Et pourtant, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, le SNJ avait mis en place un débat, c'est à l'époque sur les blogs, pour savoir si un blogueur était un journaliste. Et j'ai l'impression que 10 ans plus tard, on se pose toujours la même question. Et qu'en plus, les médias traditionnels ont entrouvert la porte, entrebâillé la porte pour laisser rentrer ce fameux loup dans la bergerie. Alors, vous pouvez le dire comme ça parce que de votre point de vue, vous êtes journaliste, mais moi, je ne le dirais pas comme ça et je vais essayer de terminer en 3 minutes mon propos liminaire. Il y a un nouvel écosystème de l'information parce qu'effectivement, les gens pensent qu'on peut s'informer entre nous, on n'a pas besoin. De toute façon, les médias, on peut les mettre à l'écart parce qu'on a des doutes, parce qu'on ne les aime pas, parce que ceci, parce que cela. Et donc, voire on les déteste, hein, c'est les merdias, c'est les journalopes, etc., etc. Donc, il y a une vraie détestation chez certains, il y a une méfiance vis-à-vis d'autres. Les baromètres, la croix annuelle le montrent bien, vous les connaissez tous, j'insiste pas. Et donc, dans ce nouvel écosystème socio-numérique de l'information, le problème, c'est qu'il y a effectivement une démocratisation de la prise de parole publique, mais aussi de la captation d'images, de vidéos, de sons, etc. Donc, ça devient bien une source. Donc, les journalistes sont bien obligés d'en faire quelque chose. Et
en fait, il me semble que la question et du coup, bien sûr, mais là, c'est pas le sujet, mais c'est aussi ce qui permet cette défiance et de l'autre côté, cette publication, etc., et cette diffusion et tout ce qui va jouer sur la viralité et la captation de l'économie de l'attention, c'est évidemment ce qui va aussi être un écosystème particulièrement favorable à la diffusion, à la création et à la diffusion de fake news. Mais c'est encore un autre sujet. Et donc, ce qui me paraît notable dans ce cas-là, c'est que euh, en fait, il me semble, et je dis ça avec énormément d'humilité parce que je pense que nous sommes exactement dans la même galère, si j'ose dire, en tant qu'enseignants, hein, que, en fait, nous sommes obligés de tenir compte de cette aspiration à la démocratie, à plus d'horizontalité, et elle est formidable quelque part. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien contre dans l'absolu. Hein. Je veux dire, Wikipédia, c'est un formidable outil de démocratisation, de la circulation des savoirs, de la collaboration pour créer, etc. Donc, il y a du bon dans l'Internet. Il n'y a pas que du mauvais, etc. Loin s'en faut. Donc, donc, on est bien obligé de tenir compte de cette forme d'égalisation de l'accès à la parole publique. Mais du coup, évidemment, dans l'ancien écosystème, les choses étaient carrées. Un journaliste, c'est borné, il fait des trucs, il publie dans un truc, ça s'appelle un média, il respecte une déontologie, etc. Et là, on a vu se multiplier les acteurs qui le font avec plus ou moins de bonne foi, avec plus ou moins de professionnalisme, avec plus ou moins de déontologie. Et donc, si vous voulez, il y a une sorte d'éclatement de l'exercice prétendu du journalisme, on va dire ça comme ça, mais qui est lié à cette aspiration, à ces aspirations que j'évoquais tout à l'heure. Et la question pour les journalistes patentés avec la carte de presse, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et à mon sens, on pourrait dire la même chose sur la démocratisation du savoir, la manière dont les étudiants croient parfois plus à ce qui est écrit dans Wikipédia que ce qu'on raconte dans notre cours, enfin, etc. Qu'ils checkent le contenu de nos cours avec ce qu'ils ont vu sur Internet, enfin, etc., etc. Et évidemment, on a le même problème de ce point de vue, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on dit écoutez, c'est n'importe quoi. Nous sommes le savoir, nous sommes la légitimité et tout le reste de la prise de parole, c'est nul parce que c'est sur Internet, ce qui ne me paraît évidemment pas acceptable. Moi, je ne dis jamais à mes étudiants, écoutez, Wikipédia, c'est nul. Hein. Je dis, ça suffit peut-être pas. D'ailleurs, Wikipédia source, donc allez aux sources originales. Ne vous contentez pas de la page Wikipédia, mais allez voir ce qu'il y a derrière, dans les liens, etc., etc. Et donc, on peut pas, à mon sens, proposer ça. Et donc, il faut entrer en débat, en dialogue avec, et il faut sans doute accepter des évolutions fluctuantes. Alors, vous le disiez, c'était là-dessus que je voulais terminer, Stéphane. Juste une chose, Emilien, si vous vouliez bien couper votre micro, ça nous éviterait d'entendre votre conversation téléphonique, ce serait sympa, merci. Bah ouais, carrément. Attends, alors, c'est où l'internet? C'est en bas à gauche. C'est en bas à gauche, il y a marqué micro, arrêt vidéo. Voilà. Et donc, ça pose effectivement la question. Il y a des blogueurs qui sont tout à fait sérieux. Il y a d'anciens journalistes qui veulent rester blogueurs. Il y a des blogueurs qui font vraiment un boulot de journaliste. D'ailleurs, pour certains, c'est le marchepied pour finir par devenir journaliste, par être repéré. Donc, rejeter tout d'un bloc paraît absolument impossible. Et RSF a réglé en partie ce problème puisque justement, ils ont élargi leur base de soutien puisqu'ils soutiennent aussi, dans un certain nombre de cas, des blogueurs qui sont enfermés ou qui sont censurés et autres, parce que ils ont perçu qu'ils pouvaient tenir une vraie déontologie justement du traitement de l'information. Et donc, pour terminer juste en une phrase, je dirais que ce qui est intéressant dans le débat que vous avez, auquel vous m'avez invité, et avec les autres interventions, avec les autres interventions, ce qui est intéressant, c'est justement que ces identités professionnelles sont devenues beaucoup plus flottantes, que ce n'est pas forcément un drame à partir du moment où il y a un dialogue et une prise de conscience de la manière d'appréhender et de tolérer ces marges-là du point de vue du coup de la qualité de la production et évidemment de l'identification de cette qualité
à destination du public, parce que là, la confusion peut être extrêmement grande et on voit bien que, hélas, certaines personnes, et c'est pas forcément que les jeunes, hein, il faut pas stigmatiser les jeunes comme des sots qui ne se rendent pas compte. Il y a très souvent pas assez de hiérarchisation entre les supports et entre la qualité sur les sources, sur la manière de titrer, sur ceci, sur cela, enfin sur tout un tas d'éléments. Et je pense que c'est là qu'il faut un renouvellement de l'éducation aux médias et à l'information, non pas sous l'angle uniquement de voilà comment se fabrique un journal télévisé, etc. Voilà les médias légitimes, les plus, mais aussi sans doute dans l'art de donner aux personnes les moyens d'avoir un certain nombre de bons réflexes pour contrôler j'allais dire, un stock minimal d'action, comment je vais dire, de déontologie au profit d'un traitement correct de l'information, à défaut d'être labellisé par un journaliste encarté. C'est-à-dire en clair que le pendant de ces évolutions technologiques que vous avez abordées là serait d'une part un renforcement de la déontologie chez les journalistes, un respect strict, et d'autre part une éducation de la population à la lecture des médias ou à sa compréhension. C'est bien ça? Oui, avec l'idée que je pense que on peut pas faire on peut pas se prétendre journaliste citoyen, journaliste amateur et tout ça, et on peut pas prétendre être mieux informé par des gens qui ne sont pas journalistes. Pour moi, je n'y arrive pas à y croire, mais bon, malheureusement, beaucoup y croient. Je pense que heureusement que les journalistes sont là, n'est-ce pas? Mais n'empêche que les autres sont là et on peut pas les éradiquer. Et en plus, il y a du fondement démocratique derrière ça, donc il ne s'agit pas de les éradiquer, mais par contre, il s'agit d'éduquer le regard pour que sur certains sites, dans certains articles, il y ait des réflexes beaucoup plus systématiques de type attention, est-ce qu'il y a des sources, est-ce qu'il y a ceci, est-ce que cela, est-ce que par exemple sur un site, dans le à propos, il est vide, il n'y a pas de nom, il n'y a rien, les gens ne signent pas, tout ça est anonyme. Ça devrait être des réflexes, mais je veux dire des réflexes instinctifs de type oula, je mets ça à distance, parce que si des gens n'osent pas assumer ce qu'ils signent, s'il n'y a pas d'adresse, s'il n'y a pas de machin, si dans le à propos est vide sur le site, etc., c'est mauvais signe. Donc ça devrait être pris comme une bonne raison de mettre à distance ce qui est écrit sur ce site, par exemple. Okay. Mathieu, alors, j'aurais bien aimé, avant de passer la parole à Mathieu Mollard, si Guillaume Hubert voulait bien couper son micro, ça me permettrait d'avoir un dialogue plus serein, parce qu'en fait, il y a un parasitage, Guillaume, merci. Mathieu Mollard, si vous êtes toujours parmi nous, parce que vous êtes sorti du cadre de l'écran, c'est embêtant, parce que normalement, l'idée c'était de vous donner la parole pour que vous nous parliez de Street Press et de ce que vous avez fait. Voilà, revenez vite, mettez vos écouteurs, super. Voilà, l'idée c'était de dire par rapport à ce que vient de dire Arnaud Mercier, comment vous vivez-vous au sein de Street Press cette évolution, puisque vous êtes le prototype justement de ces nouveaux journalistes avec un média multicanal, si j'ose dire, multicanaux. Donc chez Street Press, vous avez une déontologie? Ah, alors là, il faut que vous mettiez votre micro. C'est compliqué en fait les conférences. Allez-y, c'est bon. C'est bon, pardon, excusez-moi, j'étais juste allé chercher un petit papier. Alors, paradoxalement, je vais répondre, je fais un peu le même constat sur le fait qu'il faille que les gens aient accès à une information de qualité, que les gens soient plus ou mieux informés. Ça, c'est quelque chose dont je suis extrêmement convaincu. Après, je suis pas forcément, je partage le diagnostic, pas forcément la solution. C'est-à-dire que je vais être provocateur quelques secondes, même si mon propos sera volontairement un peu caricatural. Je m'en excuse, Arnaud, d'avance. Quelle est la différence principale entre un journaliste citoyen et un journaliste patenté? Aujourd'hui, factuellement, c'est que quelqu'un paye le journaliste et l'autre pas. Concrètement, c'est ça. C'est-à-dire que cette réflexion, elle part du principe qu'il y aurait le champ journalistique établi, qui serait un champ neutre, qui serait un champ qui ne serait soumis à aucune force extérieure, qui serait un champ où on est entre gentlemen qui ont certes des points de vue parfois différents, qui certes travaillent sur des sujets différents, mais finalement, on est tous des bons journalistes qui font bien notre travail. Et qu'en dehors de ce champ-là, les gens en dehors, ils sont sympas, ils sont peut-être utiles, ils contribuent à la démocratie, mais ils ne produisent pas d'informations. Moi, la différence que j'aimerais mettre entre un journaliste et ce qui n'est pas journaliste,
que ce soit citoyen, pas citoyen, etc., c'est l'information. Est-ce que l'information qui est produite par cette personne est une information juste et fiable? Elle ne sera pas neutre, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Nous, à Street Press, on revendique d'être un média engagé, mais j'ai envie de dire, BFM est un média engagé, Le Figaro est un média engagé. Ils n'ont juste pas, ils ne le disent pas aussi clairement. La différence, c'est qu'ils ont une façon de promouvoir leur point de vue qui est légèrement différente dans la façon de le faire. Mais voilà, alors je suis volontairement caricatural, mais on est face à une évolution de la société qui est réelle. Et aujourd'hui, moi, je pense que la meilleure façon de répondre à ça n'est pas de dresser des frontières entre la profession et le reste du monde, entre les médias et le reste du monde, ce qui ne va pas permettre de gagner la confiance des gens. S'ils n'ont pas confiance dans les gens qui sont entre ces murs, ce n'est pas en augmentant des murs, en construisant des murs plus hauts que les gens auront plus de confiance. C'est au contraire en essayant d'ouvrir les portes, en allant là où sont les médias citoyens, les réseaux citoyens. Nous, à Street Press, aujourd'hui… Alors, justement, Street Press, Mathieu, c'est quoi? En 2 mots, sans faire de pub. En faisant de la pub. Non, mais Street Press, c'est un média qui existe depuis 10 ans. Alors, je vais refaire un peu l'histoire parce que ça permet de dire un peu d'où on parle. C'est un média qui a été créé il y a 11 ans, qui a été créé à partir d'un constat à l'époque qui était de dire qu'à cette époque-là, des médias qui s'adressaient aux jeunes sur les sujets sociaux, sociétaux, politiques, il n'y en avait pas. Concrètement, il n'y en avait pas. On était à une époque où Vice n'existait pas, où Combini n'existait pas, où Loopsider n'existait pas, où Society n'existait pas. Il y avait des médias qui s'adressent principalement à un public qui avait entre 40 et 65 ans, qui essayaient à côté de ça un peu de s'adresser aux jeunes, et des médias qui s'adressaient aux jeunes comme une cible de contenu culturel ou un peu marketing, mais pas de parler d'enjeux qui font société auprès des jeunes à cette époque-là. Ça a évolué. Aujourd'hui, la pluralité du paysage a largement évolué. Et en partant de ce constat-là, Joe, qui crée ce Street Press, dit on va créer un média jeune qui partage ses codes, qui assume des engagements parce qu'il avait le sentiment d'appartenir à une génération ou une partie de cette génération. On n'est pas toute la jeunesse, Street Press. On est un point de vue dans cette jeunesse. On va créer ça. Il n'a pas d'argent pour créer ce média, très peu, quelques milliers d'euros. Il va voir des copains, il fait un petit tour de table, il ramène quelques milliers d'euros, pas assez pour créer des médias, parce qu'aujourd'hui, pour donner des ordres de grandeur, créer un média, si on veut créer un gros média, il faut avoir l'équivalent du budget de construction d'un immeuble. Si on veut créer un petit média de qualité, il faut avoir l'équivalent du budget d'une maison. Et Joe, il a construit un média avec l'équivalent d'une voiture. Il va faire un crédit à la consommation, parce qu'aucune banque ne veut mettre de l'argent sur le projet. Il fait un crédit à la consommation en disant qu'il va refaire sa salle de bain. C'est une vraie histoire. Et à partir de là, il lance ce média. À la frontière, déjà, à l'époque, vous auriez dit de Street Press, ah oui, mais vous êtes un média citoyen, c'est pas vraiment des journalistes, personne n'avait de carte de presse, personne ne sortait d'école de journalisme quand il crée Street Press. Moi, j'arrive quelques années après, et finalement avec un profil plus classique, puisque personnellement, je sors d'école de journalisme. Mais avec cette volonté de faire une information auprès d'un lectorat qui, de son point de vue, et je le rejoins aujourd'hui, n'avait pas une information qui lui ressemblait. Et au fil des années, Street Press a évolué et a gagné sa légitimité, non pas parce qu'on a des cartes de presse, on a des cartes de presse aujourd'hui, non pas parce qu'on est salarié de ce média, même si je suis salarié, et c'est une bonne chose parce que pour avoir une information de qualité, il faut qu'il y ait des gens qui aient des moyens de faire ce travail. Ça, c'est une vraie question. Mais pour moi, la question, elle est sur les business models. Elle n'est pas sur est-ce que la carte de presse doit être corrélée à un revenu. Est-ce qu'un pigiste qui ne vit qu'à 40% du journalisme, il est moins journaliste que quelqu'un qui vit à 65% du journalisme? Je trouve cette réflexion un peu absurde. Et au fil des années, Street Press a gagné sa légitimité par l'information, par des informations qui, je crois, on a fait le travail, pour dire les choses un peu simplement. On appelle des scoops, dans le jargon. Des scoops, mais aussi du récit au long cours, fouillé, raconté. Il n'y a pas que le scoop. Il y a le scoop. Quand on raconte, on sort les groupes Facebook racistes de policiers, c'est du scoop. Tout le monde, tous les médias parlent de cette information. Mais il y a aussi un travail au long cours, de grands reportages, de récits fouillés, de prendre le temps de raconter, d'aller couvrir, parce que Street Press, c'est aussi essayer de s'intéresser, d'aller là où d'autres ne vont pas, donc les marges politiques, les marges sociales, les marges culturelles,
d'essayer de dire, voilà, les médias parlent par nous, nous, on va être un média qui parle de ceux dont on ne parle pas. Alors, des fois, l'actualité évolue, elle se met à arriver là où on est. Mais la question des violences policières, par exemple, qui est un sujet qu'on traite beaucoup à Street Press, on en a parlé. Moi, la première enquête sur les violences policières que j'ai faite, c'est il y a 7 ans. À cette époque-là, on en parlait peu. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et donc, on choisit des sujets parce qu'ils nous semblent intéressants et on essaye d'y aller. Je ne vais pas forcément me faire que des copains en disant cela, mais est-ce que finalement Street Press n'est pas une réponse à l'apparition des journaux gratuits qui ont privilégié en fait de travailler sur le desk et donc finalement ont contribué à une forme de consanguinité de la presse où chacun a repiqué les papiers des autres et on avait en fait une espèce de monosource. Est-ce que Street Press n'est pas une réponse à cette problématique-là? Si, entre autres, c'est-à-dire que c'est une réponse, mais ce n'est même pas une question de la gratuité, c'est une question de est-ce qu'un média, c'est quelqu'un qui produit de l'information ou c'est quelqu'un qui recopie de l'information? Qu'il soit gratuite ou payante, c'est un autre débat. Est-ce qu'on peut en vivre en ayant un modèle économique gratuit? C'est le choix qu'on a fait à Street Press. On peut aussi le faire en payant, c'est le choix que font Le Monde ou Mediapart, deux médias pour qui j'ai le plus grand respect. Ils font le choix d'être en payant. Mais la question, c'est est-ce qu'ils produisent de l'information? Le point commun entre Le Monde, Mediapart, je vais rajouter le Figaro pour enlever la question de ligne politique, et Street Press, c'est qu'on produit de l'information. Par contre, il y a tout un tas de médias des médias qui produisent de l'info, mais qui aussi consacrent de plus en plus d'énergie à recopier de l'info. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est pour moi, là, on est sur les vrais enjeux des médias. Beaucoup plus que de savoir qui a le droit ou pas d'avoir cette carte de presse. Ce qui veut dire, à travers ce que vous dites là, Mathieu, se pose donc la question du modèle économique en fait de la presse aujourd'hui. Et j'en profite pour ménager une transition vers François Mérès, parce que François, vous êtes le représentant du syndicat de la presse d'information. J'ai oublié la fin de l'acronyme, vous allez m'aider. Donc en fait, le modèle économique de la presse aujourd'hui a-t-il évolué? Doit-il évoluer? Alors, merci, large question. Donc, syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Merci. Le SPIL, donc, qui est un syndicat d'employeurs qui représente effectivement 220 entreprises de presse aujourd'hui, structures éditrices plutôt, pas seulement des pure players, donc pas seulement des acteurs du web, mais également depuis quelques années des acteurs du papier, du podcast et aussi de la vidéo. Est-ce que les modèles économiques ont évolué? Alors, pour revenir peut-être sur ce qui était dit précédemment par Mathieu, la dichotomie pendant longtemps, c'était soit tout payant, soit tout gratuit avec de la publicité. Ce qu'on observe, et c'est le cas de Street Press par exemple, c'est qu'il y a des modèles intermédiaires qui sont apparus et qui sont apparus aussi parce qu'il y a eu un changement de personnel dans les fonctions de direction de publication dans les médias, notamment dans la presse en ligne. Une des évolutions qu'a rendu possible le numérique, c'est de diversifier aussi le profil des personnes qui se lançaient dans la création de médias, ce qui était certainement plus coûteux, plus complexe, et qu'il reste d'ailleurs avec un média papier, et rendu dans un premier temps en tout cas peut-être plus accessible par le web. Donc aujourd'hui on a beaucoup de journalistes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Nous, on a à peu près tous les ans une cinquantaine de nouveaux médias en création qui rejoignent le SPIL, dont au moins une trentaine qui sont portés par des profils journalistes, aussi bien sortis d'études que journalistes plus chevronnés. Et ces acteurs-là aussi ont compris la nécessité de faire évoluer les modèles économiques et notamment souvent sont attachés pour la plupart quand on est notamment sur une forme de presse généraliste. Je mets de côté la presse professionnelle qui est encore souvent sur des modèles payants, mais sur la presse généraliste, sur une forme de gratuité, notamment pour les populations les plus jeunes qui ont quand même été très habituées à la gratuité, sur lesquelles il est difficile de convertir à des modèles payants. Mais vont essayer de développer effectivement une proximité avec leur lectorat qui est rendue aussi possible par les outils du numérique, c'est-à-dire essayer d'alimenter non pas un lectorat, mais une communauté de lecteurs, d'essayer de les engager à travers soit une ligne qui est vraiment engagée en tant que telle, voire militante pour certains médias,
soit simplement sur le fait de se rendre extrêmement accessible pour cette communauté, en échangeant, en leur demandant leur avis sur les contenus, en leur demandant, en les faisant voter sur des choix d'enquête, etc. Et ça va être à la fois une façon de faire fonctionner le média. Il y a même des médias qui fonctionnent avec beaucoup de contributions volontaires, voire des médias qui fonctionnent majoritairement avec des contributions volontaires, donc de personnes dont on ne peut pas dire qu'ils sont des journalistes. Et ils vont aussi fonder leur modèle économique sur ça, c'est-à-dire sur cette communauté, en leur proposant de faire ça peut être un don pour maintenir une information indépendante, qui est un discours qui se développe de plus en plus. Ça peut être un don pour soutenir l'information, avoir accès à du contenu parfois exclusif. Parfois, ça peut être participer à des événements. Ça peut être justement rédiger ou participer à des conférences de rédaction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias, et notamment de jeunes médias qui ouvrent les portes, même quand ce sont des portes virtuelles de leur rédaction, à leur lectorat en disant, voilà, si vous voulez venir assister, etc., vous pouvez participer activement au projet entrepreneurial, ce qui est une façon pour eux à la fois de se créer un lectorat plus fidèle et quasiment de se créer en fait d'exploser un peu la frontière entre justement le lectorat et ce qui est vraiment partie prenante du projet. Et donc ça, c'est une transition, une évolution que nous, on observe assez largement, qui se développe pas mal. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, au niveau du SPIL, on gère notamment un outil de don défiscalisable pour les médias, qui explose d'année en année, qui s'appelle J'aime l'info, sur lequel il y a une soixantaine d'éditeurs, notamment Street Press, qui sont présents, et sur lequel, d'année en année, on double à peu près le niveau de dons. Cette année, on devrait être à 2,5 millions d'euros de dons qui sont faits à la presse indépendante, ce qui est gigantesque en fait. On était à 100 000 euros il y a 4 ans. Ce qui témoigne aussi bien en lame de fond de cette prise de conscience aussi des citoyens lecteurs, de la nécessité aussi d'être partie prenante du financement des médias sans forcément avoir la volonté d'être abonné, parce qu'on sait très bien qu'un individu est rarement abonné à plus de 3 titres parce qu'il y a toujours la variable temps derrière, quoi. Mais ce que vous nous dites là, ça pose quand même question, parce que Arnaud Mercier l'a rappelé en introduction. C'est vrai qu'aujourd'hui, les 2 critères d'obtention de la carte de la presse, c'est d'être salarié premièrement, et deuxièmement d'avoir la majorité de ses revenus qui émaneraient du travail journalistique. Or, pour être salarié, on ne peut pas être entrepreneur. Donc, comment être journaliste avec une carte de presse si on n'est pas salarié? C'est une très bonne question, et c'est une des grosses problématiques que rencontrent la plupart des entrepreneurs ou entrepreneuses de presse aujourd'hui, qui sont au SPIL, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est entrepreneur et donc soit président de l'association éditrice, soit gestionnaire de la société éditrice, quelle qu'en soit la forme, on est de facto directrice ou directeur de publication, et donc on ne peut pas obtenir de carte de presse, étant entendu encore aujourd'hui par la commission de la carte de presse qu'une personne qui est directrice ou directeur de publication, par essence, est non journaliste, ce qui est une aberration totale, parce que nous, aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui sont les premiers journalistes de leurs médias. Et donc, ces personnes-là peuvent obtenir une carte de directeur ou de directrice de publication, mais pas une carte de journaliste professionnel. Donc, nous, c'est un des combats sur lesquels on travaille beaucoup auprès de la CCIJP, justement, pour essayer de défendre l'idée qu'aujourd'hui, il existe dans la presse, et il en existe beaucoup, des journalistes entrepreneurs qui, certes, portent un projet. Et nous, c'est un des volets sur lesquels on accompagne beaucoup nos membres, c'est transformer justement des journalistes, enfin en tout cas essayer de les sensibiliser aux principaux sujets de l'entrepreneuriat média et de la gestion d'un média avec tous les corps de métier afférents. Mais voilà, on a des personnes qui font 40% de leur temps effectivement de la gestion d'entreprise, mais 60% de leur temps leur métier initial qui est toujours un métier de journaliste. Alors, je profite de l'occasion pour rebondir. Géraldine Lassalle a posé une question. Alors Stéphane, moi je t'entends plus du tout, je ne sais pas si c'est que moi. Non, a priori Stéphane, tu as un petit problème. Vous m'entendez mieux là? Ouais, c'est bon. C'est bon? Vous m'entendez? Ok. Ouais, oui, tout à fait. Donc je disais que Géraldine Lassalle posait une question, j'en profite pour la poser, disait, ne faut-il pas revoir les conditions d'attribution de la carte de la presse? La carte de presse, pardon. Une petite précision quand même, parce que Géraldine dit que seuls les CDI ont droit, et les pigistes, eux, se retrouvent le bec dans l'eau. Pour information, un pigiste est un journaliste en CDI. C'est un CDI à la... On t'a perdu là, hein. Enfin moi j'ai perdu. Ah, vous m'avez perdu là?
Ouais, on t'a perdu. Alors effectivement, peut-être pour compléter ce que tu disais, donc un journaliste pigiste est de facto effectivement considéré comme un CDI. Et pour essayer d'apporter un premier élément de réponse à la question, est-ce que seuls les CDI, donc non, et un journaliste en CDD peut faire valoir aussi des droits à la carte de presse par ailleurs. Et pourquoi refuser à l'auto-entrepreneuriat ou pire encore des pratiques de paiement sur note de frais, comme ça peut se faire dans certains médias qui ont vraiment des pratiques assez détestables, c'est qu'à partir du moment où on ouvre à ce genre de pratiques-là, ça va dégrader de façon assez importante les conditions de rémunération des journalistes. Donc nous, c'est typiquement un sujet en tant que syndicat employeur dont on s'est saisi, c'est de dire les adhérents du SPIL doivent rémunérer leurs pigistes en salaire, ce qui est un motif d'exclusion si effectivement ils payent en auto-entrepreneuriat. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui, pour des raisons de charges, etc., ont tendance à le proposer. Il y a beaucoup de journalistes de fait qui se retrouvent dans la contrainte de devoir l'accepter. J'ai tendance à penser que, en tout cas, moi, on a chez nous plusieurs centaines de médias qui sont très attachés au fait parce que notamment payés par des journalistes qui ont des pratiques vertueuses en termes d'embauche et de conditions salariales et de rémunération aussi des piges et rémunèrent toujours ou autant que faire se peut, en tout cas les journalistes en salaire. Donc, un média qui vous impose l'auto-entrepreneuriat, j'ai envie de dire, ça vous appartient à vous de l'accepter ou pas l'accepter, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit… Enfin, encore faut-il que les journalistes soient en position de force pour le refuser. Juste, peut-être en 2 secondes, François, Maïté Thorez, vous vouliez réagir? Oui, bonjour. Maïté Thorez du site d'information Made in Perpignan. Et je voulais rebondir sur la précision qu'avait donnée François Mérès concernant la direction et la gérance en fait, d'une société de presse. Effectivement, nous, Made in Perpignan, on a créé à 2 personnes. On était associés et l'une des personnes était gérante, mais pas moi. Donc, ce qui m'a permis d'obtenir ma carte de presse. Et quand l'autre personne a voulu être journaliste, puisqu'il collaborait à part entière en tant que journaliste, on a été obligé de mettre une tierce personne en tant que gérant. Et il faut savoir que le gérant n'est là que pour accorder pour valider les comptes, pour la gestion, etc. Donc, il est effectivement également directeur de publication. Mais cette personne-là n'a pas, c'est un tiers de confiance, puisque c'est quelqu'un de la famille. Mais du coup, on se retrouve avec 2 journalistes avec carte de presse et c'est une tierce personne qui est gérant, en fait. Juste gérant qui signe les papiers, la gestion, etc. Mais du coup, ça nous permet vraiment d'avoir la possibilité d'être encarté, journaliste encarté. Voilà. Je ne sais pas si parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un du SNJ, mais je sais que le SNJ, à cette époque, était vent debout contre la possibilité pour un journaliste d'être entrepreneur et au-delà du simple auto-entrepreneur. Je ne sais pas si la position a évolué ou pas, mais en tout cas, il y a une dizaine d'années, c'était clair. Alors, j'en profite pour faire une transition mal ménagée, mais vous me pardonnerez. Laurent, on a un certain nombre de points, pas celui de journaliste militant. Or, je crois que c'était l'objet de votre thèse. Et finalement, est-ce qu'on peut être journaliste et militant à la fois? Je crois qu'effectivement, on peut tout à fait être journaliste et militant. Alors effectivement, la transition, j'avais préparé tout un tas d'éléments théoriques qui ont été abordés par mes collègues. Vous pouvez revenir dessus rapidement quand même, Laurent. Rebondir, c'est assez peu évident. Je crois que s'il fallait faire quand même un petit point de contexte, ce serait quand même de revenir à la fin du XXe siècle et à l'époque qui est la nôtre pour dire qu'à un moment, il y a un malaise quand même grandissant au cœur du métier vis-à-vis de l'idéologie professionnelle du journalisme neutre et objectif. Je crois qu'aujourd'hui, de nombreux journalistes sont réflexifs et ont commencé à entrer en conflit avec cette injonction-là. Alors, c'est dû à différents phénomènes. Je crois que le premier phénomène, il est dû à des rapports de force entre styles journalistiques. Le succès des éditorialistes qui trustent les plateaux de télé avec leurs commentaires et métadiscours sur l'actualité, pour citer Éric Neveu, entre en conflit déjà avec ce modèle normatif du journaliste neutre et objectif, tout en affermissant l'attrait d'un contre-modèle, qui est le contre-modèle du journaliste de terrain. Donc cet attrait, il concerne des journalistes qui sont friands d'investigation, mais il est attirant aussi pour un certain nombre d'acteurs que l'on retrouve au sein des mouvements sociaux, au sein des mobilisations,
qui se définissent parfois comme automédias ou comme journalistes citoyens. Et donc, je pense que, pour répondre à votre question, Stéphane, effectivement, on peut retrouver aujourd'hui des journalistes qui soient naturellement engagés, des journalistes qui ont des convictions politiques, qui travaillent, qui font ce job de journaliste parce qu'ils ont des velléités politiques, pas seulement une volonté de rapporter l'information, mais aussi de la qualifier. Et par ailleurs, des militants qui se retrouvent aussi très très bien avec cette casquette-là. Donc, parfois, l'impression de vouloir dresser une frontière parfaitement étanche entre le journalisme et le militantisme. Moi, dans le cadre de ma thèse, ça n'a absolument pas été mon objectif. Pour en dire un mot rapidement, moi j'ai travaillé sur la constitution d'un réseau qui s'est formé entre l'information journalistique et la communication militante sur la médiatisation de l'opposition au barrage de Sivins. Et là, vous retrouvez tout un nuancier de fonctions qui est assez intéressant, et je pense qu'il faudrait qu'on aurait tout intérêt à le questionner tous ensemble. Parce qu'à un moment, vous vous retrouvez avec des journalistes titulaires de la carte de presse qui travaillent au nom de certains de leurs engagements politiques pour des pure players d'information qui ont une ligne éditoriale politiquement située. Donc, je pense à Mediapart, je pense à Bastamag. On retrouve des journalistes engagés qui, eux, effectivement, n'ont pas la carte de presse, qui travaillent pour Reporter, pour E89, même pour Paranis News. Des militants communicants qui sont par ailleurs contributeurs participatifs, effectivement, pour des médias en ligne, de type le club de Mediapart, pas Mediapart, mais le club, également pour Agorabox, jusqu'à ces acteurs qui se nomment par eux-mêmes automédias en filmant l'action collective au quotidien ou les affrontements avec les forces de l'ordre avant de les partager sur les réseaux sociaux numériques. Donc aujourd'hui, on a un continuum qui va de l'information journalistique à la communication militante, mais en aucun cas, il est possible de classer de manière statique les acteurs sur ce continuum. Enfin, à mon sens, et je crois qu'on pourra en discuter ensuite, ça me paraît beaucoup trop schématique. Ça schématise beaucoup trop la réalité sociale. Et ce que vous nous dites, Laurent, et de même que ce qu'a dit François tout à l'heure, vous sous l'angle du militantisme et lui sous l'angle de l'entrepreneur, ça revient à dire que finalement, on peut être journaliste sans avoir de carte de presse. Bien sûr. Oui, je crois que la carte de presse aujourd'hui… Elle n'est pas obligatoire d'ailleurs. Elle n'est pas obligatoire, elle ne définit pas le statut. C'est un critère qui est perçu pour les journalistes comme une reconnaissance au sein de la corporation professionnelle, d'une part, et elle est de plus en plus importante pour des journalistes qui ont envie de couvrir des événements qui sont hautement conflictuels. Moi, sur le terrain de Sivins, ce qu'on a pu observer, c'est qu'à un moment, la carte de presse est perçue par les forces de l'ordre comme un critère distinctif entre, d'une part, les journalistes et d'autre part, les militants. Sauf qu'en fait, à un moment, si vous avez des journalistes qui ont la carte de presse et d'autres qui ne l'ont pas, ça polarise le traitement de l'information. Donc, structurellement, ça empêche les journalistes de faire leur travail en leur âme et conscience et au nom de l'éthique professionnelle, d'aller voir l'ensemble des acteurs et de recueillir l'ensemble des points de vue. Donc, structurellement, la carte de presse est importante pour les journalistes et on aurait, je crois, grand intérêt demain à ce qu'elle soit délivrée à de plus en plus d'acteurs du monde social et de l'information. D'où une deuxième question de Géraldine Lassalle qui disait justement qu'en Suisse, l'obtention de la carte de presse n'était pas du tout basée sur le même critère qu'en France et qu'en fait, c'était un parrainage de 2 journalistes pour l'obtenir. Est-ce que ce serait une bonne idée ou une mauvaise idée ? Je pose la question à tout le monde. Okay. Alors, personnellement, je sais que j'avais interrogé Jean-François Leroy, fondateur du Festival de Visa pour l'image, sur justement la carte de presse. Et il m'avait dit que lui, de son côté, il militait pour des critères d'obtention de carte de presse au niveau européen, justement pour élargir un petit peu, pour éviter les distinctions entre encarté et non encarté. Pardon, Maïté, mais ça existe. Pardon, je vous ai interrompu, oui. Mais ça existe. C'est la FIGE, en fait, qui la délivre. La Fédération internationale du journalisme qui délivre une carte de presse. Alors, c'est plus qu'européen. Oui. Et ça s'appuie dans chaque pays sur une délégation. Et en France, c'est le SNJ qui est délégataire de cette autorité. Elle est délivrée par un bureau permanent à Bruxelles pour l'ensemble des journalistes européens. FIJ. D'accord. Eh bien, écoutez, merci.
Je ne connaissais pas la... l'info au passage. Mais alors, moi, là où je voulais en venir, c'est que là où je voulais venir, c'est en fait aujourd'hui la presse quotidienne régionale, dont je suis personnellement issu, puisque j'ai fait mes premières armes à Ouest France, emploie tout un maillage, tout un réseau de correspondants locaux qui ne sont pas des journalistes. Et puisqu'on sort d'un contexte électoral, puisque c'était municipal il n'y a pas très très longtemps, à qui il est confié de couvrir ces municipales et qui souvent eux-mêmes font ça en job d'appoint et qui ne sont pas soumis à la fameuse déontologie et ce qu'on appelle la charte de Munich qui date de 1974, si je ne m'abuse. Je parle sous contrôle des historiens ici présents. Donc, finalement, est-ce que ces correspondants ne signent pas le début de la fin du journalisme? Je me permets d'intervenir. La question est ouverte, Mathieu, ça tombe bien. Il y a deux questions qui sont sous-jacentes à tout ce débat. La première, c'est quelle est la fonction de la carte de presse? En fait, on est en train tout le monde n'attribue pas le même rôle à la carte de presse. Si la carte de presse, et moi, mon point de vue, mais à titre individuel sur la carte de presse, c'est que pour moi, la carte de presse est un outil technique qui me permet d'accéder à un certain nombre de circonstances et de lieux et de situations. Je n'ai aucune, à titre personnel, le symbole de la carte de presse m'intéresse assez peu. J'ai mis 3 ans à la demander alors que j'y avais le droit juste parce que j'avais la flemme de remplir les papiers. Donc, mais je comprends que pour d'autres, elle ait une valeur symbolique. Mais dire que... Et cette question-là, elle est sous-jacente de beaucoup de débats. Parce que, par exemple, quand on dit « Ah oui, mais si on donne la carte de presse à des gens qui ne remplissent pas toutes les conditions de rémunération, on fragilise le métier de journaliste. » Mais vous avez déjà vu un journaliste dire « Ma carte de presse m'empêche d'être payé comme ça » et une boîte qui dit « Ah, si la carte de presse te l'empêche, je vais payer comme ça. » C'est pas ça la raison. C'est un journaliste qui a envie d'être payé un salaire décent, avec des conditions de travail décentes, et une entreprise qui l'accepte ou pas, avec des questions de rapport de force qui se mettent en place. Mais ce n'est pas l'outil en plastique carte de presse qui permet à un journaliste d'être mieux ou moins bien payé. Enfin, moi, personnel, l'ancienneté dans la carte de presse est une composante du salaire des journalistes, quand même, à la base. Hein. Certes. Mais, minime, mais quand même. Voilà, il y a la question de la carte de presse qui se pose, et après, la question de la charte de déontologie. On est sur un grand truc théorique. Moi, je suis pour des notions de déontologie, mais ces notions de déontologie, elles sont propres à chaque média et à chaque individu. C'est-à-dire qu'on a une définition de notre exercice professionnel qui nous est propre, qui est différente d'un média à l'autre, qui est différente d'un journaliste à l'autre. Est-ce qu'on se réveille, est-ce que le localier, il fait moins, ou le correspondant de Ouest France... C'est pas pareil, le localier et le correspondant. Hein. Pardon. Le correspondant de Ouest France qui fait ça en job d'appoint, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas soumis à la charte de déontologie qu'il n'a pas lu et que la moitié des professionnels n'ont pas lu non plus, qui fait moins ou bien son métier? C'est pas ça le critère. Enfin, je trouve que les critères type charte, type carte de presse sont des critères très théoriques dans une société qui n'est pas une suite de critères théoriques. Je laisse la parole aux autres après ça. Mais... Ouais, ça permet d'arriver justement sur cet observatoire de la presse. Je cite quand même Lola qui a fait une remarque qui dit que de plus en plus de journalistes ne cherchent même plus à obtenir la carte de presse et affichent clairement leur boycott de ces rétributions qui, selon elle, ne riment plus à rien dans le paysage médiatique d'aujourd'hui. Fermez les guillemets. Oui, et donc se pose la question également de l'intérêt d'un organisme déontologique, ce qu'on a appelé l'observatoire, c'est ça, c'est l'ODGM, je crois. L'Observatoire de la déontologie internationale de la déontologie, l'OID, l'Observatoire international de la déontologie, qui a été le ferment de la création de ce conseil de presse. C'est ça. Et auquel était formellement opposé Mediapart. Pour avoir assisté et plein d'autres journalistes. Oui, pas que Mediapart. Non, pas que Mediapart, mais je veux dire, la plupart des syndicats s'étaient ralliés à cette création et dans les médias opposés, en street presse, je ne sais pas, mais en tout cas, Mediapart était foncièrement opposé à la chose. On était plutôt contre aussi. Bon, ok. Alors pourquoi? Moi, j'étais plutôt pour, vous voyez. Ouais, moi aussi. Mais alors pourquoi, Mathieu, étiez-vous contre? Je laisse y aller, Mathieu. Ok, parce que ça repose encore une fois sur l'idée que l'exercice du journalisme, il y a une définition neutre, objective, commune de l'exercice du journalisme.
un bon et un mauvais journaliste et qu'on pourrait le définir de manière totalement objective avec une frontière qui serait définie. Que tout ce qui est en dehors est mal, on met un carton rouge, tout ce qui est dedans est bon et on valide. Cet observatoire, j'ai l'impression, il est fait, on lui a fait beaucoup de reproches, mais il est fait, mettons des noms et des choses sur la table, il est fait pour sanctionner Zemmour aujourd'hui. C'est ça l'intention des gens qui sont derrière cet observatoire, c'est de pouvoir dire que Zemmour, c'est mal. Moi, Zemmour, politiquement, j'ai un énorme problème avec Éric Zemmour. Je pense que le cas Zemmour, il doit en partie se régler dans les tribunaux. Par contre, j'ai peur que le cas Zemmour aujourd'hui, demain, ce soit le cas Mathieu Mollard. Que, en fait, on ne dit pas qui est-ce qui est du bon ou du mauvais journalisme, on dit avec qui on est d'accord ou pas. Et ça me pose un problème. Et cette fonction, cette espèce d'idée de neutralité, parce que derrière tout ça, il y a une espèce d'idée qu'on peut objectiver l'exercice du journalisme, que tout ça soit quelque chose où finalement d'assez neutre, d'assez commun, on a des points de vue différents, mais on partage quelque chose qui fait de nous une grande corporation unique et qu'on voudrait sanctionner les moutons noirs au sein de cette corporation. Mais je pense qu'il y a tout un tas de zones grises qui sont inquantifiables et qu'en plus, cet outil, il peut se retourner contre nous à terme. Soit il n'a aucun pouvoir, il ne se retournera pas contre nous et on s'en fout qu'il existe parce s'il n'a pas de pouvoir, à quoi il sert? Soit il a du pouvoir et il est dangereux. Si je puis me permettre d'intervenir, Mathieu, j'ai le cas en Bretagne, puisque je co-préside Octobre de la presse de Bretagne. On a eu le cas d'une journaliste qui s'est fait malmener par les industries agroalimentaires qui sont très peu nombreuses en Bretagne, comme chacun le sait, et qui finalement, cette position de l'industriel a engendré une solidarité des consoeurs et confrères journalistes au sein des 4 départements bretons. Et justement, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la création d'un observatoire local, si j'ose dire, et donc, on t'a perdu, je crois. Encore perdu, Stéphane. Ah oui, c'est ma connexion qui est instable, c'est pas de chance. C'est bon. Vous m'entendez ? Ouais. Ça y est, voilà. Je disais qu'un observatoire peut avoir deux finalités, une finalité de sanction, comme le disait Mathieu, mais également une finalité de soutien dans Créons des syndicats si on a besoin de soutien. Voilà, moi je ne sais pas ce que l'Observatoire peut faire pour cette journaliste, dont d'ailleurs qui fait un excellent travail. J'ai suivi cette histoire comme beaucoup ici, mais voilà. Après, je suis intéressé, que je ne monopolise pas la parole, mais peut-être des gens qui sont plutôt pour, que ce soit toi ou Maïté ou quelqu'un d'autre. Non, je tiens juste à préciser que le CDGM n'a pas de pouvoir de sanction. Non. Donc c'est une instance qui permet encore une fois, c'est de la recherche de la réflexion et de pouvoir répondre aux gens qui s'offusquent de certains comportements. C'est le public qui sollicite cette instance et qui permet de débattre avec effectivement la profession. Donc il n'y a pas de sanction. Bien évidemment, nous on est membre clairement. Membre fondateur, Céline, je crois. Hein. Tout à fait. Donc je le précise pour que les choses soient claires. Quand ça s'est posé, quand on a commencé à en parler, moi à titre personnel, j'étais pas forcément pour parce que j'aimais pas l'idée effectivement de la distribution des bons points et je voulais pas aller vers ça. Sauf que d'un autre côté, si on s'oppose à tout ce qui nous permet de débattre de ce qui pose problème, on n'avance pas non plus. Or actuellement, il me semble important que les personnes puissent interpeller une instance pour dire voilà l'interview, le problème qu'il y a eu là avec Apolline de Malherbe. Voilà, Apolline de Malherbe. Bon ben voilà, c'était bien que les personnes elles aient une instance à saisir pour dire on a un problème, on trouve que la façon dont elle a mené l'interview, ça ne va pas. Pour autant, on ne va pas empêcher cette personne de continuer son métier, on ne va pas l'interdire de journalisme, mais ça permet de mettre des mots quand même. Oui, mais ça part de l'idée qu'on partage tous le même avis. J'ai lu la délibération sur ce cas précis, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, il y a écrit, je ne me souviens plus mot à mot, mais que le journaliste n'est pas un débatteur et n'amène pas un contrepoint de vue face à, dans le cas précis, Juan Branco, si je me souviens bien. Oui.
eh ben, je suis pas d'accord avec cette idée. Mais je vous demande pas, vous, d'être Mais d'accord c'est avec pour moi. ça. Mais oui, mais c'est pour ça. je Mais suis pas c'est pour d'accord. ça qu'il est important qu'au CDGM, on ait des membres qui soient porteurs d'idées différentes. C'est tout l'intérêt du débat. Sauf que si on s'oppose systématiquement au débat, et ben effectivement, après, on va reprocher aux gens de rester dans l'entre-soi. D'où l'importance que des gens qui sont pas d'accord puissent aussi s'exprimer. Enfin, pour moi, j'étais plutôt pour, mais on a eu une longue réflexion au sein de la rédaction. En fait, pour moi, c'était plus un principe de transparence pour éviter que les gens aillent systématiquement se plaindre en commentaire sur Facebook ou sur Twitter. Il y avait le moyen de saisir une instance différente et de débattre en disant, bon, ben voilà, vous vous plaignez de ça, on en discute entre représentants de la presse, des éditeurs, des journalistes, des lecteurs et des syndicats. Et on pense que, et ça a une fonction de transparence, quoi, plutôt que de laisser le débat ouvert en commentaire sur Twitter ou Facebook, où au final, ça reste, si vous voulez. Le débat sur Twitter, enfin le débat, si on peut appeler ça un débat, sur Twitter ou sur Facebook, il existe toujours. Mais si vous voulez, les gens qui veulent aller un petit peu plus loin, ils peuvent avoir ce moyen-là. Voilà. Pour nous, c'était ça. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Hein, enfin, franchement, hein, c'est pas… Voilà. Petite précision et parenthèse par rapport à ce que je disais tout à l'heure à Maïté, la FIGE, puisque c'est Dean qui l'a précisé, le SNJ n'est pas le seul délégataire pour la FIGE. Apparemment, tous les syndicats le seraient. Je l'apprends, donc d'accord. Okay. Fait mon mea culpa. Voilà. D'accord. Et FIGE, c'est bien FIJ, Fédération internationale des journalistes. D'accord. Peut-être que en fait, Laurent Tionquet, il n'a pas terminé son propos. Oui. Et que donc, Laurent, vous recède la parole, parce que du coup, on est parti un peu dans tous les sens. Mais on est parti. Non, disons que par rapport au cadrage initial du débat, je crois qu'il y a quand même un angle mort qui apparaît un petit peu. C'est quand même celui aujourd'hui des militants qui sont équipés avec caméra, smartphone et qui utilisent les réseaux sociaux et qui viennent offrir finalement, un peu pour reprendre l'expression d'Arnaud tout à l'heure, un contre-champ médiatique. Je pense que, alors je ne sais pas si c'est l'orientation que vous voulez donner au débat maintenant, mais je crois que pour rebondir un petit peu aussi sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, je crois qu'on peut avoir des critiques sur la manière dont ces nouveaux médias travaillent, donc des critiques journalistiques, mais que souvent, en fait, ce sont des critiques journalistiques qui sont déguisées en critiques politiques. C'est-à-dire que finalement, ce qui embête un petit peu le monde avec par exemple le travail de Gaspard Glan sur Taranis News, c'est que bah oui, il filme le Black Bloc, oui, il va voir les Gilets jaunes, oui, il filme ce qui se passe à Calais avec les exilés. Donc la question aujourd'hui, s'il y a un comité d'éthique qui doit se constituer, c'est effectivement dans quelle mesure ces critiques sont des critiques journalistiques, ou alors est-ce que c'est un comité d'éthique qui est le garant de ce qui est politiquement faisable, politiquement, de ce qui peut être journalistiquement couvert d'un point de vue strictement politique. C'est un petit peu, pour moi, là où il y a des frictions, en fait. Aujourd'hui, on a des critiques en acte journalistiques. Je pense que Street Press est une critique en acte de la production journalistique. Mais il existe aussi des critiques en acte des médias, et cette critique en acte, elle est purement militante. Et on peut la situer au moment de l'altermondialisme, de la formalisation de la critique des médias, de l'apparition d'Acrimed, d'arrêt sur image. Il y a une volonté aujourd'hui, de la part des acteurs du monde social, de répondre au slogan « Don't hate the media, be the media ». Et à un moment, le champ journalistique, je pense, doit se questionner sur la manière dont il doit intégrer ou non ces nouveaux producteurs d'information, et sur la manière dont ils peuvent construire des relations aussi durables avec eux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire éventuellement pour terminer. Non, mais pour rebondir sur ce que vous dites, Emmanuel Storge, qui a allumé son micro, donc qui va peut-être prendre la parole, posait une question, faisait une remarque. Selon Emmanuel, l'objectivité est à l'heure dans le choix des sujets. Il y aurait déjà une prise de position. Emmanuel, puisque votre micro est ouvert, vous voulez compléter? Emmanuel, vous êtes avec nous, vous êtes parti?
qu'elle est au téléphone de son côté. Bon. Si je peux me permettre, je voudrais bien réintervenir là-dessus. Et oui, Arnaud, bien sûr. Je vais essayer d'utiliser un peu une métaphore architecturale, si je puis dire. Je disais qu'il y a eu la volonté, à un moment, dans les années 30, d'essayer de redéfinir ce que c'était qu'un journaliste et de défendre une certaine idée, voire un certain idéal de la profession. Et ça s'est passé par, on va dire ça comme ça, la construction d'une sorte de comment dire, de forteresse, de palissade qui permettait de dire il y a un dedans et il y a un dehors. Mathieu Mollard, de façon un peu caricaturale, disait c'est encore comme ça aujourd'hui, enfin, etc. Or, il me semble que le problème ne se pose plus vraiment de la même manière parce que la carte de presse, c'est devenu une définition quasi technique, quoi. Enfin, vraiment. Et c'est Géraldine Lassalle qui le dit dans son commentaire. Elle dit il y a des gens qui ont un respect scrupuleux de la déontologie, mais qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas avoir la carte. Et il y a des gens qui ne sont pas toujours très réglo sur la déontologie. Et voilà. Et donc, Patrick Poivre d'Arvor, quand il fait la fausse interview de Castro, on ne l'a jamais enlevé parce que bon, il était le présentateur du JT de TF1 le plus regardé de France. Ça paraissait gros de lui enlever sa carte de presse pour ça. Enfin bon, bref. Donc on est effectivement dans quelque chose qui est, à mon avis, un peu plus technique, on va dire. Mais je pense que l'idée, par exemple, enfin à mon sens, hein, je ne suis pas stratège pour les journalistes, je ne suis pas syndicaliste, je ne suis pas tout ça, mais l'idée que le meilleur moyen de se défendre, c'est de laisser tomber la carte de presse, parce que tout ça, ça ne sert à rien. Je pense que ça me paraît assez suicidaire, pour le dire un peu comme ça. Et que je pense que la question, c'est comment élargir le champ des palissades. Parce que d'une certaine façon, je pense que c'est… Enfin, vous voyez, c'est pour ça que je disais une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense qu'il y a des gens maintenant qui étaient dans le fossé, qui étaient autour, etc. Et jusqu'où on déporte un peu plus loin le champ de ce que l'on va, là où on replante une palissade pour remettre de ce côté, j'allais dire du bon côté entre guillemets du métier, des gens qui ont fait la preuve par la manière dont ils officient qu'ils sont dignes de faire un métier de journaliste, même s'il y a plusieurs conceptions du journalisme, etc. Et je pense, pour rebondir sur ce que vous venez de dire Laurent, que ce n'est certainement pas l'engagement politique qui peut être un critère de validation ou d'invalidation parce que l'engagement, ma foi, il est constitutif de la presse française telle qu'elle a été construite. Hein. La presse française, elle s'est construite sur une presse engagée et il y a des tas de journaux et à la Libération, c'était un engagement. Tout le renouvellement de la presse, ça a été l'éradication de la presse jugée collaborationniste, parfois de façon un peu trop peut-être un peu trop dure vis-à-vis de journaux qui n'avaient pas collaboré à grand chose, mais qui avaient choisi de continuer à paraître légalement. Et puis des journaux qui étaient issus de la clandestinité et qui portaient très clairement, etc. Bon. Et donc je pense que c'est pas, le critère de l'engagement n'est certainement pas un critère d'invalidation, mais c'est plutôt les conditions d'exercice du métier. Et de ce point de vue, moi je pense que la réflexion, même si je ne vais pas me faire des copains en disant ça, parce que c'est assez décrié, mais la réflexion que mène Reporters sans frontières autour, non pas de la labellisation des bons médias et des mauvais médias, mais autour de l'idée qu'on pourrait normaliser en quelque sorte au sens strict du terme, c'est-à-dire une norme européenne des conditions de fabrication d'une information digne et sincère, me paraît une idée qui n'est pas si idiote que ça pour essayer de dire, maintenant, dans les conditions de fabrication, il y a des gens qu'on peut parfaitement reconnaître qui ne sont pas dans des médias qui ont pignon sur rue, qui sont là depuis 50 ans, etc., mais qui pour autant contribuent à l'exercice du métier. Une réaction par rapport à tout ça? Justement, on participe au Festival d'information locale
qui se tient, qui s'est tenu la dernière fois à Nantes et puis va se tenir en septembre en visio. Et ils ont créé une sorte d'annuaire en fait de médias locaux. Et localement, il se trouve qu'ils ont inclus dedans un média qui n'a de média que rien du tout. Même pas le nom. Même pas le nom. Mais si, parce qu'il s'appelle Le Journal quelque chose. Ah, donc, du coup, il joue sur les codes. Ouais. Donc, il n'y a aucun journaliste dedans. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que Perpignan vient de basculer vers un bord assez à droite, on va dire. Et ces médias-là, qui ne font que diffuser des communiqués de presse, pensent qu'en étant encore plus aimables avec le pouvoir municipal en place, ils vont obtenir plus de subventions qui vont leur permettre de faire encore plus de publicité. Et donc, quand j'en ai parlé au Festival d'information locale, en lui disant attention, ce n'est pas du tout un média, il ne produit pas d'information, il ne fait que du communiqué de presse, sans citer en plus que c'est un communiqué de presse, en copiant toutes les fautes qui vont avec, en volant les photos, enfin tout, voilà, sans citer les sources évidemment. Et là, il m'a rétorqué que c'est un moyen d'informer la population et qu'ils n'étaient pas là pour dire quel était un bon média ou un mauvais média. Et du coup, moi, ça me gêne de me retrouver avec ce genre de choses mélangées qui se permet d'attaquer anonymement d'autres médias, dont nous. Et du coup, c'est compliqué justement parce qu'il y a le CPPAP, il y a les journalistes professionnels, mais quelle est la réelle définition aujourd'hui? Le public est vraiment perdu parce qu'ils se mélangent tous. Oui, nous, on fait de l'information, de la vraie information par rapport aux autres qui font de la fake news. Enfin, ils sont tous payés à droite, à gauche. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, là, nous, localement, c'est compliqué parce que justement, on subit des pressions, quoi. Voilà. Donc, du coup, je voulais avoir votre avis sur. Nous, on sait comment différencier un média un média d'information d'un site internet classique, mais comment faire de la pédagogie auprès du public. En fait, pour moi, il y a deux choses qui ne sont pas pareilles, qui sont de critiquer un média, de dire que quelque chose est un mauvais média, n'est pas un média, et de mettre un label. C'est-à-dire qu'un label, c'est toujours créer des problèmes. Ouais. Parce qu'on ne va jamais être d'accord. Là, on est, je sais pas, 7 ou 8 autour de cette table numérique. On n'est même pas d'accord ensemble sur les critères de ce label. Comment on va créer un label et mettre des frontières? Je pense que vouloir a priori créer une nouvelle palissade, qu'elle soit plus large, plus serrée, plus transparente, plus en diagonale, etc. De mon point de vue, c'est pas ça la question. Par contre, critiquer les médias, la critique des médias, elle est nécessaire, elle a besoin de se faire entendre et de se faire entendre le plus possible. À Street Press, on n'est pas avare de critique des médias. Non, mais vous ne le faites pas anonymement. On ne le fait pas anonymement. Voilà. Et on sait d'où ça vient. On a un directeur de publication. Exactement. Voilà. C'est bien pour ça que je pense que l'idée des RSF est plutôt bonne. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de labelliser toi t'es bon et toi t'es mauvais. C'est de dire que les conditions de production d'une information sincère, honnête, elle repose sur le respect d'un certain nombre de normes de fabrication de cette information. Et donc, le fait de donner un certain nombre d'informations au public sur l'existence d'un directeur de la publication, sur le fait de pouvoir d'accepter, d'annoncer qu'il peut y avoir un droit de réponse qui fera suite, que ceci, que cela, enfin je ne vais pas entrer dans tous les détails, me paraît être une bonne solution parce que l'idée, ce n'est pas d'établir une liste. Lui, oh, oui, je pense, effectivement, vers l'autre, non, bon, alors du coup, le doute bénéficiant à l'accusé, on le met dans la liste, ou alors, non, écoute, puisqu'il y a doute, on ne le met pas. Enfin, tout ça qui serait effectivement lié à de la subjectivité. Je pense qu'au contraire, là, l'idée de dire,
nous engageons et on a une sorte de norme AFNOR, je ne sais pas quoi, enfin en l'occurrence norme européenne, sur finalement il y a un certain nombre d'attendus dans la fabrication de l'information. Est-ce que vous l'avez, est-ce que vous ne l'avez pas, quoi, est-ce que c'est objectivable ou pas? Et le fait est que si vous ne rendez pas public et transparent ces conditions de fabrication, vous n'obtenez pas le label, ben après, c'est de votre responsabilité de vouloir ou non ce label, parce que c'est vous qui avez décidé de ne pas rendre les choses transparentes. Et je pense que tout ça n'a rien à voir avec mon opinion politique, parce que moi je suis engagé, je ne suis pas engagé, parce que ceci, parce que cela. Parce que on peut être au Front National et faire un très bon journal local, comme on peut être parfaitement à gauche et faire un boulot de salopio, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça, c'est complètement décorrélé. Et moi, je redis, une fois de plus, je suis pas journaliste, hein, donc je suis tranquille avec ça, mais pour Mathieu, je pense qu'il est suicidaire de défendre une forme de relativisme, de c'est pas la peine, on s'en fout, c'est pas le sujet, etc. Je pense que les années 30 ont montré que la création de cette carte professionnelle a assaini sérieusement le métier et a permis de repartir sur une base beaucoup plus saine pour établir un lien de confiance. Et la crise de confiance et de défiance est telle aujourd'hui que si la profession n'arrive pas à s'emparer d'une réflexion sur les conditions de meilleure labellisation qui permet à la fois de dire à des gens, non mais attendez, là, vous voyez, là on a refait le boulot, donc il y a tout un tas de gens là qui se prétendent journalistes, mais tout ça, on voit bien que regardez, ça va pas. Et de l'autre côté, ça répond aussi à l'objection qui consiste à dire, nous ne sommes pas une corporation complètement fermée sur nous-mêmes, corporatiste et je ne sais quoi, puisque nous avons réouvert les machins, nous avons déplacé les frontières d'eux, nous sommes capables d'accueillir des gens qui sont arrivés autrement, et etc., qui ne sont pas forcément sortis d'une école, qui ne sont pas forcément ceci, qui ne sont pas forcément cela, mais vous voyez, nous ne sommes pas dans un précaré complètement étroit, racorni sur nous-mêmes, mais nous avons pris à bras-le-corps la question ce que ces nouvelles pratiques ont obligé à questionner chez nous dans notre identité, dans l'identité de ce que c'est qu'être un journaliste. Et pour rebondir sur ce qu'il dit Arnaud et ce qu'il disait là Céline, moi je trouve que la démarche du CDJM était intéressante dans la mesure où elle avait distingué 3 collèges, le collège journaliste, le collège édité, c'était plutôt ça. Pardon, Non, vous m'entendez pas? on a écouté coupé. C'était saccadé en fait. Oui, on n'entend pas bien en fait. Je recommence. Oui, c'est mieux là? Ok. Je disais que ce que je trouvais intéressant dans le CDJM, pour rebondir sur ce que disait Arnaud tout de suite, Arnaud Mercier, c'est que justement la notion de 3 collèges au sein de cet organisme, collège journaliste, collège éditeur et collège public, ça permettait, je trouvais, de brasser assez large, d'avoir une vision qui était plutôt intéressante et constructive. Maintenant, Mathieu, j'entends bien votre opposition à l'organisme, hein, mais je pense que… Ah non, on ne vous entend plus là. Bon. Eh oui, si, enfin, c'est fluctuant. On ne peut pas dire les choses autrement. Il y a des joies, c'est des choses assez intéressantes parce qu'il y a comment dire, le son devient métallique et tout, c'est assez mélodieux, enfin, c'est pas mal. Ça n'a rien à voir avec la musique bretonne. C'est compréhensible. Voilà, après, voilà, ça dépend de ce qu'on veut, quoi. C'est ça. Bon. Là, vous m'entendez? Oui. Ok, je profite d'avoir un peu de saut pour dire que GFC avait peut-être résolu le problème en proposant finalement qu'on délivre une carte de presse au système d'intelligence artificielle. C'est peut-être ça la solution. Magnifique. Magnifique. Ah oui, pourquoi? Parce que vous êtes vraiment tous, autant que vous êtes, très hostiles à l'introduction d'une partie d'intelligence artificielle dans la rédaction, parce que jusqu'à présent, les robots journalistes qui ont été utilisés, c'est quand même pour fabriquer automatiquement des micro-dépêches ou autres sur les cours de la bourse, sur des résultats sportifs, autant de trucs qui peuvent être extrêmement chiants et pénibles, hein, disons-le franchement, et si ça libère du temps à des journalistes pour faire des choses plus intéressantes, dans l'absolu,
ça me paraît pas à rejeter. Je veux dire, ça me paraît pas à rejeter a priori. Enfin, je sais pas. Je dis ça. Une fois de plus, je suis pas journaliste. Mais moi, s'il y a de l'IA pour corriger mes copies, alors là, je suis pour. Je dis oui. François Mérès, en tant que représentant du SPIL, est-ce que ça pourrait contribuer à améliorer la rentabilité des titres de presse, l'intelligence artificielle? Non, honnêtement, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément un sujet sur lequel je pense que c'est des technologies qui peuvent continuer effectivement, comme la data, etc., à rendre certaines tâches des journalistes ou des marketeurs moins laborieuses, mais ça ne va pas supprimer les journalistes, ça ne va pas non plus créer de la rentabilité additionnelle. On va dire que la seule chose, c'est que il y a la problématique aujourd'hui sur les financements et notamment les financements en investissement, c'est qu'on incite les médias à faire toujours plus de technologies pour pouvoir être financés par soit des fondations ou des plateformes GAFA ou même le ministère de la Culture. Donc effectivement, il y a de plus en plus de projets en R&D, en recherche et développement notamment, qui se penchent sur ces questions d'IA. Je ne pense pas que ça va être un changement révolutionnaire dans la façon de fonctionner pour les médias. Si ça peut permettre de faire des tâches plus intéressantes, effectivement, notamment aux jeunes journalistes lors de leur premier poste, pour ne pas les dégoûter des grosses rédactions où ils se transforment en machine à brève, pourquoi pas, quoi. Il y a en Bretagne une formation sur le data journalisme qui est une forme d'exploitation de la donnée. Et je pense qu'effectivement, le plus du journaliste, c'est quand même de pouvoir extraire la substantifique moelle de la donnée, de façon à pouvoir analyser. Alors, le data journalisme est très intéressant à partir du moment où effectivement on sait extraire. Après, l'intelligence artificielle, si c'est pour traiter des matchs de foot ou de la température ou des brefs comme ça, enfin, c'est vrai que ça peut être utile, mais est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a encore beaucoup de gens qui lisent ce genre de brèves, quoi? Si c'est pas juste pour combler des petits coins dans un journal papier, ou c'est comme les mots croisés, quoi. Je dirais à un moment donné, voilà, est-ce qu'il faut avoir les mots croisés aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle. Est-ce que effectivement la température, c'est pas le cas aussi? Donc bon, oui, ça va venir peut-être, mais c'est vraiment, je pense que ça n'enlève pas effectivement le travail journalistique et qui va bien au-delà de ce que peut faire aujourd'hui, en tout cas, l'intelligence artificielle. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir comment, avec le numérique, les métiers de journalistes évoluent, quoi. Nous, on le voit aujourd'hui. Je pense que Mathieu pourra en parler mieux encore au sein d'une rédaction, mais au SPIL, les adhérents, effectivement, notamment ceux qui sont sur des pure players à petite équipe, cherchent des journalistes qui soient capables d'avoir des notions de marketing, des notions de community management, qui sachent manier les réseaux sociaux, manier tous les formats aussi, parce qu'il est rare aujourd'hui d'avoir un journaliste qui ne fait plus qu'un seul support, et on lui demande aujourd'hui de faire aussi bien du web, potentiellement du papier, surtout de la vidéo, de manier les réseaux sociaux, voir les nouveaux réseaux sociaux qu'on n'a pas encore, qui sont en train à peine d'être explorés, type Snapchat, TikTok, etc. Donc, je pense que l'évolution du métier de journaliste, elle est moins sur, elle est moins sur l'IA en tant que telle que sur les nouvelles plateformes de diffusion qui imposent aux journalistes d'être à la fois rédacteurs et en même temps de faire la promotion de leur contenu et de s'adapter aussi au code des plateformes qui évoluent de façon très, très, très rapide. Et aujourd'hui, c'est un métier à part entière que de devoir s'adresser à un public sur les nouveaux réseaux sociaux. Donc, je ne parle pas ni Twitter ni Facebook, mais notamment Instagram ou TikTok. Ouais, Snapchat, TikTok. Et donc, on le voit sur ces plateformes-là, les médias qui explosent vraiment. Ce sont les médias vidéo, en fait, essentiellement. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire, quand on sait que les jeunes s'informent essentiellement par les réseaux sociaux aujourd'hui et que les réseaux sociaux sont massivement investis par les médias vidéo qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audience, c'est se poser la question de la place de la presse écrite, aussi bien, et donc la presse numérique, sur ces nouveaux outils-là. Alors, justement, concernant justement la place de la vidéo chez les jeunes, il y a la dernière étude Reuters qui a été
utilisée, enfin, est retranscrite par Cyril Franck, qui est très très bien, et qui dit que les jeunes s'informent sur vidéo en fonction de leur niveau scolaire. C'est-à-dire plus ils ont un niveau scolaire bas, plus ils s'informent sur la vidéo, et plus ils ont un niveau scolaire élevé, plus ils vont vers la lecture. Ils vont vers la lecture sur Pure Player ou sur média papier. Et en gros, on est loin de la majorité qui s'informe uniquement sur vidéo. Voilà. C'est la dernière étude Reuters qui vient de sortir, diffusée par Cyril Franck dernièrement. La grosse difficulté, effectivement, par rapport à ça, c'est que en fait, toute la presse vidéo, la presse, même le podcast, etc., qui sont de fait justement pas considérés comme étant de la presse aujourd'hui, mais de l'audiovisuel, sont très peu aidés, mais de fait aussi très peu encadrés, parce que ni régulés par le ministère de la Culture, ni régulés par le CSA. Il y a une espèce de zone grise dans laquelle on a tout le champ d'acteurs même hyper influents comme Brut, Loopsider, etc., qui aujourd'hui officiellement n'ont pas de régulateur. Qui eux créent du contenu qu'on peut juger qualitatif, mais vous avez d'autant plus d'acteurs, notamment sur la vidéo, qui se développent, qui sont dans une espèce de zone grise de régulation et qui sont des contenus, on le sait, effectivement, faciles à consommer, donc très consommés par les jeunes et effectivement, d'après cette étude, les jeunes avec un niveau scolaire extrêmement faible. Et donc, le risque, notamment sur la diffusion de mauvaises informations, il est surtout là. C'est pour ça que nous, au SPIL, on défend plutôt la nécessité de réguler, à la fois d'ouvrir le secteur de la presse à ces nouveaux formats-là, ce qui est à notre sens un vrai enjeu de justice et de démocratie aussi, en fait, surtout de ne pas oublier toutes ces tranches de population là qui sont le lectorat privilégié, enfin le consommateur privilégié de ces formats là et qui sont exposés à de la mauvaise information, et d'autre part aussi effectivement les volets indispensables que sont l'éducation aux médias, mais qui sont pas suffisants à mon sens, quoi. Si je peux me permettre, sur ce sujet des différents supports et de la multiplication des supports avec les réseaux sociaux notamment, certes, ça crée des incertitudes, des terrains nouveaux qu'on ne connaît pas et donc des inquiétudes, mais il y a aussi un côté positif qui est exceptionnel. Il ne faut pas que dans la balance, il faut aussi mettre tout ce qui est positif. Street Press aujourd'hui, c'est 8 salariés, mais aussi des pigistes qui collaborent à Street Press. Et grâce à ces réseaux sociaux, une petite équipe comme ça peut faire entendre une voix, proposer des contenus que j'espère qualitatifs à une audience qui, il y a 40 ans, Street Press, on était un fanzine distribué à 20 copains dans un coin. Aujourd'hui, on a une chaîne YouTube avec 200 000 abonnés, un documentaire sans commentaire d'une demi-heure qui parle de rap, mais aussi d'urbanisme, de questions sociales, qui est vu par 1 million de personnes. Nous, aujourd'hui, on est un média avec des petits moyens, une petite équipe qui arrive à avoir un impact, une audience, une notoriété, une légitimité, grâce, je l'espère, au travail qu'on fournit, mais aussi grâce à ces réseaux sociaux et à l'usage qu'on en fait. Et aujourd'hui, nous, à Street Press, la question qu'on se pose, c'est comment on va les investir plus ? Comment on va là où sont les lecteurs ? Comment on va là où sont ces jeunes lecteurs qui ont une appétence pour de l'information, pour du contenu éditorial, etc. Et on va là-bas et on se dit, OK, moi j'ai un compte Twitter, je raconte des choses là-dessus et des fois j'ai de l'information qui est que sur Twitter, je n'écris même pas d'article. On a une chaîne YouTube qui a une forte audience. On a un compte Instagram qu'on développe et qui demain aura une forte audience et c'est notre objectif, et sur Facebook, etc. Et on va toucher des gens qu'on ne touchait pas. Et c'est un champ des possibles qui est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un documentaire YouTube de Street Press, imaginez un documentaire qui touche 1 million de personnes. C'est-à-dire que nous, là, l'audience qu'on tutoie, c'est TF1. Donc, c'est-à-dire que c'est ça. Donc, c'est aussi des opportunités énormes. Donc, il faut y aller et il faut croire que ça ouvre des choses géniales. Ça ouvre des opportunités géniales. Et voyons le côté positif aussi des choses et se demandons-nous comment on y va, qu'est-ce qu'on fait, comment on investit là-dedans, comment on se donne les moyens pour faire du journalisme de qualité auquel chacun d'entre nous, à sa manière, croit, et allons là-dedans. Alors, je profite de l'occasion. Pardon, vas-y, Maïté. Oui, je rebondis là-dessus. L'important à la base, c'est vraiment de faire de l'information et après de la décliner
pour toucher le lectorat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément faire le format auquel nous, on est habitués, mais justement décliner l'information qu'on a travaillée, qu'on a cherchée, qu'on a vérifiée, et la décliner selon les supports pour aller chercher le lecteur. Donc, nous, on essaye de faire des stories, des nouveaux supports, alors avec une information de qualité. Donc, on va aussi bien décliner un article sur 1000 mots et on va extraire la substantifique moelle pour aller chercher les 15-25 ans sur Instagram et qui vont, avec une jolie photo et un joli texte, pouvoir accéder à une information qu'on a travaillée et pas juste laisser ça aux influenceurs et à tous ces gens-là qui sont là pour vendre des produits, quoi. Voilà. Nous, on essaye de décliner l'information travaillée pour les différents réseaux sociaux, en fait. Voilà. Mais la base, c'est que l'information, ce soit une réelle information produite, en fait. Le format, peu importe. Si, à ce stade du débat, je voudrais juste proposer une mini-synthèse. Donc, si je résume ce qui a été dit, aujourd'hui, on peut être journaliste avec ou sans carte de presse. Se pose donc la question de savoir comment réviser les conditions d'obtention de la carte de presse, à savoir que les critères économiques aujourd'hui ne sont plus forcément tenables, en particulier pour les pigistes. Les critères de subordination salariés par rapport à entrepreneurs ne sont plus forcément réels non plus. Que le journaliste en fait doit se définir à travers une objectivité, la volonté de rendre des faits objectifs. On peut être militant et objectif, mais cette objectivité ne nécessite pas forcément qu'un organisme ad hoc soit créé, tel que le CDJM, pour reprendre ce que disait Mathieu. Ça veut dire aussi que quand je parlais des critères économiques à réviser, on l'a juste esquissé au cours de cette discussion, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les sites d'information en ligne tels que StreetPress ou d'autres comme Terragora travaillent à la fois sur des revenus provenant de l'abonnement, de la publicité, que ce soit du bannière ou de brand content, de ce qu'on appelle le membership également, ce qu'on pourrait équivaloir à du crowdfunding, voire à la production de contenu, ce que j'ai l'habitude d'appeler, mais apparemment je suis le seul, des produits dérivés. Et donc tout ce mixte-là, il n'y a pas un seul, comment dirais-je, pas une seule source de revenus, mais c'est plutôt un mix de ces sources de revenus qui permettront aux médias de demain d'exister. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ma synthèse rapide ? Bon, ça veut donc dire qu'en fait, il faut qu'on en avance encore plus, et je profite pour prêcher pour notre paroisse, nous, les clubs de la presse, puisqu'en fait, la dernière chose que je tenais à dire, c'est que nous, en Bretagne, on est en train de réfléchir à une formation sur les community management, sur le social management également, ce que vous évoquiez tout de suite à travers les réseaux sociaux. Ça veut donc dire que les clubs de la presse, aujourd'hui, au-delà de la réunion de copains, journalistes encartés ou non, ont un vrai rôle à jouer, à la fois dans la mise à niveau des acteurs de la profession, à la fois également dans l'éducation aux médias. Et nous, aujourd'hui, en Bretagne, on s'appuie très clairement sur le club de la presse d'Occitanie, qui a mis en place un programme qui s'appelle Esprit Critique, et qui permet en fait d'aller, pardonnez-moi pour le terme, mais presque évangéliser les écoles, en tout cas expliquer aux jeunes, puisque c'est sur les forces Non, vives de demain, alors pardon, comment... mais du coup, pas évangéliser, puisque dans Esprit Critique, Non, je sais bien. les amener à réfléchir par eux-mêmes. Donc là, c'est prendre totalement le contre-pied. Céline. Non, désolé là. Non, je savais que tu allais réagir. Non, mais en fait, l'idée de ce programme d'éducation aux médias, c'est effectivement de leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes, de pouvoir se poser les bonnes questions et ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on pourrait entendre sur des médias de masse qui souvent transpirent à travers les écrans de télévision. Je choisis bien, Céline ? Et c'est aussi beaucoup les inciter à croire en eux-mêmes et à intégrer que les journalistes, c'est pas parole d'évangile, justement, et que les journalistes se trompent aussi, mais qu'en contrepartie de ça, les journalistes, ils ont des comptes à rendre, ils signent de leur nom, ils sont dépendants de la loi, et que quand il se passe des choses, ils sont tenus pour responsables de ce qu'ils ont écrit, ou de ce qu'ils ont dit, ou de ce qu'ils ont filmé, et que ce n'est pas le cas de tout ce qu'on peut trouver, où il n'y a pas d'auteur, où on ne sait pas d'où ça vient, et voilà.
Donc, les journalistes peuvent se tromper, mais quand ils se trompent, ils sont identifiables et attaquables. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce programme-là, c'est mignon. Je le pratique moi-même dans les Pyrénées-Orientales. On l'a fait sur on craque tous pour les chats. Oui, bah oui. Non, mais parce qu'ils interviennent aussi dans Esprit Critique. Il y a une vidéo qu'on met sur les chats. Bon, bref, peu importe. Et du coup, on le pratique également dans les prisons, où c'est un petit peu plus sportif. Du coup, on est encore plus en difficulté. Mais le tandem spécialiste des réseaux sociaux journaliste fonctionne très, très bien. Et l'échange avec… Enfin, voilà, c'est très intéressant. Et le format est très, très, très bien. Dans les prisons, et je rajoute également dans les EHPAD, puisque nous, en Bretagne, on s'intéresse également aux personnes âgées. D'accord. Bref, tout ça pour je dire… voudrais juste rebondir un peu là-dessus par rapport à un journaliste, ça peut se tromper. Moi, je fais souvent le parallèle avec effectivement les critères de scientificité, parce que Karl Popper, donc épistémologue, la science l'étude des conditions de fabrication de la science, a renversé bien le paradigme, parce que pendant longtemps on disait la science c'est la vérité. Et Karl Popper a dit ben non, la science c'est la falsifiabilité, c'est le fait d'exposer les conditions de fabrication du savoir, par exemple d'étaler sa méthodologie, de façon à permettre à d'autres soit de reproduire par eux-mêmes, soit de constater que finalement ce n'est pas si vrai. Et ces conditions de la falsifiabilité et donc du contrôle par les pairs est quelque chose de très précieux, puisque ça permet de dire ben oui, non, on ne prétend pas connaître le vrai, d'être toujours outrecuidant et savoir, mais c'est au contraire, nous acceptons la fragilité mais nous donnons les moyens justement du contrôle. De ce point de vue, l'emballement sur le Lancet Gate me paraît une folie conceptuelle, puisqu'on n'a jamais vu un article boiteux être retiré aussi vite. Et donc, en 4 jours, il y a déjà eu les premières alertes, et en 15 jours, cet article avait disparu. Donc, au contraire, je trouve que ça donne, de mon point de vue, ça donne une très bonne image, non pas, il y a des tas de problèmes sur la pression à la publication, etc., mais ça donne une très bonne image du fait que c'est un système fiable d'autocontrôle professionnel qui font qu'on est capable d'avoir des collègues qui sont spécialistes du sujet et qui voient, rien qu'à la lecture de l'article, qui commencent à se dire ça sent pas bon cette affaire, je pose des questions, et quand les collègues sont pas capables de répondre à ces questions, ou quand on leur dit la boîte qui a fourni les datas, ben non, nous, comprenez, secret professionnel, secret des affaires, on peut pas vous dire. Bon, ben alors, l'article est balayé parce qu'il n'y a pas eu assez de transparence, parce que, etc. Et donc, je pense que je suis très sensible à ce que vous avez dit sur l'idée de dire nous sommes capables de dire que on a pu se tromper, etc. Je crois que c'est effectivement très important et que ça fait partie des points de vigilance. Et de ce point de vue, je pense qu'il n'y a rien d'humiliant à écrire le dimanche dans un quotidien. Bon, bah écoutez les gars, voilà, on vous a annoncé vendredi soir ou samedi matin que Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté. Bah, on s'est planté. Et voilà les raisons pour lesquelles on s'est planté, etc. Et donc on s'excuse, etc. Et de ce point de vue, c'est pas une fake news, parce que justement, quelqu'un qui fait une fake news s'excuse jamais, il reconnaît jamais qu'il a eu tort. Donc, je pense qu'il y a cette position d'humilité qui me paraît en effet la bonne piste, et c'est la même de ce point de vue que la démarche scientifique autour de la falsifiabilité. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Céline? Non. Je sais plus si on ne vous voit plus, les Occitans. Ah, mais parce que voilà, vous avez coupé la caméra. J'ai essayé de pas de laisser la place aux intervenants. Okay. Merci beaucoup en tout cas. Donc, Céline, le mot de la fin vous appartient. Je l'ai dit en introduction, cette conférence s'inscrit dans un cycle plus large. C'est la 3e, je crois. Oui, tout à fait. Alors, c'est une réflexion plus large parce qu'effectivement, en tant que club de la presse, on se pose beaucoup de questions à 2 titres. C'est reconnaître et comprendre et les nouveaux médias et les nouveaux journalistes pour être en capacité
et de les intégrer et de proposer, puisque notre but, c'est de proposer des services, notamment au niveau de la formation et de tout ce qu'on met au service des adhérents et des adhérentes. Et donc, le but, c'est de rester en adéquation avec le terrain, avec ce qui se passe, de ne pas être déconnecté. Donc, réflexion sur la profession, parce qu'on a un rôle dans chaque région d'organiser la profession, de la structurer, parce que moi, je suis convaincue, je ne cesse de le dire, moi, je suis pigiste en plus, que l'union fait la force quand même et qu'il faut s'unir et pour se défendre et pour comprendre et pour avancer. Et donc, face à ça, donc, il faut être en capacité d'aller vers ce qui arrive de nouveau et de s'ouvrir. Et en même temps, de pouvoir effectivement s'adapter dans l'offre de services. Voilà, on fait un gros travail de formation au niveau de la conversion numérique parce qu'on sait très bien que… Alors moi, en plus, j'appartiens aux dinosaures, hein, puisque quand j'ai démarré… voilà, Internet, on ne s'en servait pas comme on s'en servait aujourd'hui. Quand je raconte qu'on avait des motards qui venaient chercher leur sac et les photos, on croit que j'appartiens à Mais non, mais c'est important parce qu'il faut faire cohabiter des gens qui, comme moi, ont appris Internet au fil de l'eau et les jeunes qui arrivent et qui sont nés dedans, qui n'ont pas les mêmes pratiques. Et moi, je crois que c'est important qu'on essaie tous ensemble de se nourrir. Et je veux dire, moi, je ne veux pas qu'on rejette en bloc ni les uns ni les autres. Je pense que l'expérience, ça a de l'importance. La nouveauté, ça a de l'importance. Voilà, le but, c'est que tout le monde puisse travailler ensemble, qu'on progresse, en fait, qu'on avance. Et puis aussi qu'on reste… Là, je crois qu'en ce moment, on a un gros problème, en effet. Je suis assez sensible à ce qu'a dit Arnaud Mercier sur le fait qu'on ne peut pas faire… l'économie de se remettre en question et d'essayer de donner aux gens des outils et nous-mêmes de se doter d'outils pour comprendre ce qui se passe, quoi, en fait. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, oui, je crois qu'on a besoin c'est pour ça que c'est bien que les clubs puissent s'unir et faire des événements ensemble qui nous permettent de réfléchir et d'avancer. Voilà, c'est un début. Et la prochaine conférence, Céline, elle aura lieu quand? Elle portera sur quoi? Alors, il y en aura à la rentrée. Alors, il y a plusieurs choses qui se préparent. Notamment, j'aimerais bien qu'on revienne. Alors, il y a des choses sur lesquelles on revient souvent, comme la carte de presse, à quoi ça sert. Et les syndicats, comment choisir son syndicat? Parce qu'on a un problème là aussi sur les syndicats. Ils ont quand même un rôle à jouer. Et donc, pour qu'ils soient forts, il faut qu'on soit syndiqué. Mais après, la difficulté, c'est vers quel syndicat on va, qui on choisit comment. Et on ne se pose pas toujours la question. Et on n'a pas toujours… voilà, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors que notre métier, c'est d'aller chercher de l'info. Des fois, on ne va pas chercher l'info sur les choses qui nous concernent directement. Voilà, et puis je pense qu'on va continuer aussi sur ce sujet je crois ce sujet des nouveaux médias et des nouveaux journalistes. Moi, je crois qu'on n'a pas tout dit, qu'il faut creuser et puis cette défiance du public aussi, il faut qu'on essaye de comprendre et d'avancer là aussi. Bref, vous l'avez compris, de Brest à Montpellier, il y a une ligne aujourd'hui qui est tracée et vous pouvez compter sur nous pour continuer à animer. En tout cas, merci à tous pour votre présence, votre participation. Et Céline, donc on se revoit à la rentrée. Absolument. Merci beaucoup. Passez une bonne vacance pour ceux qui sont en vacances et travaillez bien pour les autres. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et des caresses au chaton. Oui, voilà. Oh là. C'est pas vieux, hein? Ça a quoi? Ça a même pas 2 mois? 1 mois. 1 mois, Ah, voilà. ouais, c'est ça. On est famille d'accueil, alors du coup, les t'as eu, ils avaient 5 jours en biberonne. Oh, c'est mignon. Couponnez bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut. Merci beaucoup pour l'invitation, hein. Au plaisir. Non, merci à vous d'être venus. C'était très intéressant, même si des fois je peux paraître un peu grande gueule. C'était très Non, intéressant. mais c'est bien qu'on puisse se confronter. C'est bien qu'on puisse confronter les points de vue. C'est important. Ouais, c'était très, très intéressant, Mathieu. En tout cas, merci et au plaisir. Quand vous voulez, vous avez mes coordonnées, on peut échanger. Ça marche, oui, parce que c'est le début. Hein. On est au début de la réflexion. Il faut qu'on avance. Donc, bien sûr. Et vous êtes basé à Paris, Mathieu? On est basé à Montreuil, ouais, en banlieue parisienne.
D'accord. Mais on travaille aussi avec le club de la presse de Paris quand il est intégré, Ouais. enfin, le presse Presse club. Club. Le Presse Club. En tout cas, avec grand plaisir pour discuter, pour se croiser, se rencontrer à une occasion ou une autre. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et à tout le monde d'avoir participé. Merci à vous. À Bonne bientôt. soirée. À Bonne bientôt. soirée. Au Au revoir. revoir.